Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Mercredi, midi et demi, bienvenue dans Startup, le rendez-vous des entrepreneurs en direct sur Décideur TV et Madines, la seule émission qui vous laisse la parole pour parler d'entrepreneuriat. On attend vos questions donc jusqu'à 13h. Et nouveauté cette semaine, une nouvelle rubrique, Money Time, dans les 5 dernières minutes de l'émission. Une rubrique parrainée par Smart Angel. Le principe est simple, une jeune startup va venir pitcher devant vous son idée. Et pour cette première, on invitera Nayo Technologies. Aujourd'hui, on va raconter également la belle histoire et la surprenante histoire de deux entrepreneurs que tout oppose sur le papier. C'est l'histoire de Nobank. Ils sont en train de créer une banque révolutionnaire avec le compte Nickel. Cette histoire elle est racontée dans ce livre, Nobank, écrit par Hugues Lebret. Bonjour Hugues. Bonjour Kevin. Alors, vous êtes l'auteur de ce livre, mais également, comme je le disais, cofondateur du compte Nickel. Les internautes vous connaissent peut-être puisque vous avez été sous le feu des projecteurs durant l'affaire Kerviel. Je rappelle que vous étiez le directeur de la communication de la Société Générale, ancien PDG de Boursorama et vous avez décidé de sortir un ouvrage justement dans les coulisses de cette affaire qui vous a valu une longue traversée du désert, mais c'était le prix à payer pour votre liberté, c'est ça? Oui, mais c'est un des thèmes du livre, la liberté, Exactement. Et puis aussi l'entrepreneuriat, puisque là, on est devant des entrepreneurs. Et c'est vrai que j'avais envie de relancer les dés. C'est-à-dire que j'avais envie de me dire, j'avais créé une première entreprise quand j'avais 30 ans, et je me suis dit, finalement, puisque j'ai ce choix cornélien, puisqu'on me met un pistolet sur la tempe et on me demande de choisir entre mon job et le livre, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie dans les 20 prochaines années? C'était ça mon raisonnement. Et j'avais envie de redécouvrir la liberté, que j'avais envie de redécouvrir l'entrepreneuriat. Donc j'ai décidé de publier la semaine où Jérôme Kerviel a failli faire sauter le système financier mondial. J'ai démissionné de Boursorama. Gros succès en librairie d'ailleurs, ça a vraiment… Voilà, et après ce gros succès qui est éphémère comme tous les succès, c'est aussi un des thèmes du livre, la vie est espiègle et puis on passe tous par des hauts et des bas, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel comme dit Riyad. Eh bien j'ai recréé une société de conseil et c'est vrai que c'était difficile parce que le statut du gars qui a démissionné pour publier un livre, c'est un peu compliqué. Ouais. C'est un peu le mouton noir dans le milieu de vos anciennes relations, c'est ça? Enfin, c'était pas trop… Oui, ça dépend lesquels. Et en fait, ce que montre le livre, c'est qu'il y a les entreprises familiales et puis il y a les chefs d'entreprise des grands groupes qui n'ont jamais rien créé et qui réagissent de manière très très différente. Et puis, quelques mois après, j'ai un ami commun qui me présente Riyad. Et là c'est le coup de foudre. Et donc, je découvre qui est ce garçon. La technologie qu'il a créée, le projet qu'il a en main, puisque c'est son idée, le compte Nickel, qui à l'époque s'appelle Nobank. On va le présenter, Riyad, avant de parler du projet compte Nickel, justement. Vous êtes l'autre cofondateur, celui qui a eu l'idée, comme disait Hugues. Le premier, on va dire. Pardon, l'autre, c'est moi, le premier. Et vous n'êtes pas à votre premier coup, puisque vous êtes un spécialiste en fait, de la monétique, des supports dématérialisés. Vous êtes à l'origine, on va dire, du Pass Navigo, de la carte Monéo et également des cartes rechargeables téléphoniques, c'est ça? C'est exact. J'ai travaillé, mon parcours dans la technologie m'a amené à travailler sur tout ce qui pouvait un peu simplifier la vie des gens et en particulier tout ce qui était transactions électroniques et dématérialisation. Alors l'idée, elle vient de vous. Racontez-nous en gros qu'est-ce que c'est le compte Nickel. D'où vous est venue l'idée finalement? Le compte Nickel, c'est un compte, je dirais, sur étagère ou dans une boîte de sardines qui permet de domicilier ses revenus, domicilier ses allocations, qui permet de payer et c'est quelque chose qui est vraiment pour tous, donc on accepte tout le monde. Donc c'est révolutionnaire, pas de banquier, un compte qu'on peut créer dans un bureau de tabac. Avec un moyen de paiement pas de découvert, c'est ça? Riyad est humble, mais en fait, il y a deux grandes révolutions. Il y a une grande révolution qui est d'abord les technologies de dématérialisation qui permettent de constituer le dossier client, d'ouvrir le dossier client de manière complètement dématérialisée sur une borne qui sera sur le comptoir du buraliste. En 5 minutes, vous dites dans le livre. En 5 minutes. C'est des scans de documents, on extrait les données, on constitue le dossier client. Ça, c'est la première révolution et Riyad a breveté cette borne après avoir dématérialisé les cartes téléphoniques prépayées, puisque c'est lui qui avait ce brevet. Les cartes téléphoniques prépayées, c'est 45 millions de recharges par mois dans 38 pays, donc il a des succès d'entrepreneurs derrière lui qui sont énormes. Et puis l'autre révolution, c'est l'informatique en temps réel, c'est-à-dire que comme nous sommes établissement de paiement, nous ne sommes pas une banque, nous ne sommes pas un établissement de crédit, c'est un compte avec un relevé d'identité bancaire, avec une Mastercard qui fonctionne, d'ailleurs je l'ai dans ma poche, à la caméra, la carte Nickel. Hier j'ai payé une bière à la Bastille avec Riyad avec cette carte qui marche très bien, donc elle fonctionne déjà.
Et l'informatique en temps réel, ça permet pour chaque opération de vérifier le solde du compte. Mais surtout, ça permet, avec les technologies de l'information, d'être en permanence en lien avec le client et de l'informer à l'avance. Par exemple, s'il y a un prélèvement qui arrive et qu'il n'y a pas le solde sur le compte, il y a un texto 5 jours avant. Et donc, il y a double révolution dans le compte Nickel, à part le réseau de distribution, sur les technologies de Riyad. Il y a la borne et la dématérialisation, et on est les premiers à avoir développé un informatique bancaire inspiré des télécoms en temps réel. Alors on va raconter justement l'histoire, parce que c'est ça aussi qui est incroyable dans le livre que vous racontez. On a appelé cette émission Intouchable version entrepreneur. Alors je ne sais pas si vous aimez trop le titre, mais c'est un peu ça votre histoire. Ces deux univers qui n'auraient jamais dû se rencontrer, et pourtant ça détonne comme on le voit. On va revenir sur votre histoire, Hugues. Donc vous commencez à nous évoquer justement quand vous êtes parti de la Société Générale. Avec du recul, qu'est-ce que vous recherchiez à ce moment-là? C'était la liberté, mais il y avait un projet, c'était une ambition de vie? D'abord, ce que je cherchais, c'était la vérité avec ce premier livre. Oui. C'est-à-dire qu'on avait vécu quelque chose qui était une crise systémique, et ça a été quelque chose d'épouvantable à gérer. Et c'est ça, mon dernier livre, comment au cœur du système, on peut arriver à sauver une banque, parce que si elle tombe, c'est l'effet domino et elle entraîne toutes les autres. C'est ça qu'on appelle l'effet systémique, et c'est ça qui est décrit dans le rapport Lagarde. Donc c'était bien systémique. Et donc, j'avais vu tout et n'importe quoi dans les médias, dans les discours, et tout le monde était passé à côté du vrai sujet. Et moi, j'avais voulu appuyer en disant « Attention, c'est très très dangereux. Voilà comment ça s'est passé. Voilà tous les effets adverses qui arrivent. Et voilà comment on l'a géré. Et voilà les chemins, les pistes pour améliorer le système. » Donc c'était un témoignage, c'est très simple. C'est-à-dire que je ne voulais pas que l'histoire se termine sans y apporter cette vérité. Ce que je ne pensais pas, c'est qu'en face de moi, à côté de moi, dans le groupe Société Générale, il y avait des gens pas courageux, qui n'avaient pas envie que cette vérité existe. Donc on m'a demandé de ne pas publier ou je perdais mon job. Et moi je suis un peu têtu. Et j'avais aussi, c'est vrai, et ça c'est le deuxième niveau, mais ce n'est pas le premier niveau, de retrouver ce goût d'entreprendre et cette liberté. Et donc quand on m'a dit « je te mets le pistolet sur la tempe », j'ai dit « je m'en vais ». Voilà. Et donc, petite traversée du désert où on voit dans le livre, vous le racontez, que voilà, c'est pas toujours très facile de se reconstruire finalement. Surtout, vous avez quoi, 45 ans à l'époque? J'avais 47 ans à l'époque. 47 ans. Et c'est vrai que c'est plus dur, j'ai trouvé, de créer une entreprise à 47 ans que celle que j'avais créée quand j'avais 30 ans. Et donc, c'est vrai que j'ai ramé, que j'ai eu une traversée du désert, mais il ne faut jamais baisser les bras. Et votre sauveur, voilà, c'est un peu Riyad. Alors, forcément, choc des cultures au début. Et la première question de Hugues dans le livre, je peux vous la dire, c'est d'où êtes-vous originaire? Donc, on voit, bon, vous le dites d'ailleurs, que ce n'était pas forcément une question très… Alors, je me tutoyais dès le départ, voilà. Parce que c'est cash. Et en fait, vous êtes lyonnais, vous êtes français, vous n'avez jamais mis les pieds en Algérie. Ça vous a pas un peu déstabilisé cette première question un petit peu sur les préjugés, forcément? Ça fait juste 40 ans que je les entends. Ouais. Donc ça m'étonnait un petit peu plus venant de Hugues, mais on ne se connaissait pas encore. Et quelle était votre vision, vous, de Hugues est-ce que vous avez des préjugés également? Bien sûr, oui, bien sûr. J'avais des préjugés, je l'imaginais bien dans le banquier, les hautes sphères, les 36e étages, les trucs cossus, les super avions, les super hôtels et tout ça, et l'impression de piloter l'ensemble de la planète du haut du 36e étage. Et puis finalement, même si en dehors on est différents, à l'intérieur on est extrêmement similaires. Et je pense qu'on a fait chacun un pas vers l'autre. Donc maintenant, il vient manger des kebabs, et puis moi, je vais au Murat, quoi. Donc vous cherchez un banquier moi, je cherche un banquier parce que pour faire ce système, outre la technologie n'est qu'une des briques. Vous avez la technologie, vous avez le réseau de distribution et vous avez le réglementaire. Et finalement, je m'aperçois, bien qu'on soit un établissement de paiement, que pour monter un établissement de paiement avec cette ambition, finalement, ça revenait à monter une banque. Et je connaissais rien à la banque, et je me suis dit, ça serait quand même bien que je m'entoure de gens qui connaissent un peu la banque. Et donc, c'est à ce moment-là où… c'est un ami commun qui vous met en relation? C'est un ami commun, Pierre de Pertuis, qui nous met en relation, avec qui qui est à l'origine de l'origine, j'ai envie de dire, et qui nous met en relation. Et voilà, comme on dit, le fit passe bien. Et puis, on décide de s'associer. Qu'est-ce qui, Hugues, vous a fait croire en ce projet? Pourquoi est-ce que vous êtes dit, parce que ça peut paraître, vous, pour un ancien banquier, voir quelque chose d'aussi révolutionnaire, ça a dû vous… D'abord, plusieurs choses. La première chose, c'est que j'ai vu dans Riyad un type qui avait une force en lui, mais énorme,
qui avait beaucoup de conviction, qui était un entrepreneur. Et moi, j'aime les entrepreneurs. Je suis à l'origine de la création de Croissance Plus en 97 avec Denis Père aussi. Et j'ai vu un type qui avait une force en lui énorme. Ensuite, il avait un track record dans la technologie qui est juste colossal. On a rappelé tout à l'heure le Pass Navigo, Monéo, les cartes téléphoniques prépayées, mais aussi c'est lui qui amène MoneyGram chez le buraliste. Donc, c'est un homme de technologie. Et je découvre assez vite que pour lui, la techno, il la domine complètement. C'est-à-dire tout est simple. Et couplé à cette force et cette domination de la matière, une vraie volonté d'apporter des solutions qui simplifient la vie des gens. C'est-à-dire pour lui, la technologie est intéressante qu'à partir du moment où elle peut servir à simplifier la vie des gens. Et donc je découvre un entrepreneur, un type cash, qui parle droit dans les yeux, on se tutoie tout de suite, il a sa voix un peu rocailleuse comme on a, comme ça, c'est direct, et le courant passe. Et dans cette première réunion, on passe 2 heures. Pendant 2 heures, j'essaye de démonter tout son projet. Et je vois un gars qui maîtrise complètement le sujet, qui a réfléchi beaucoup au sujet, et j'arrive pas à démonter son projet. Et je dirais qu'en 2 heures, je suis convaincu à la fois par la personne et à la fois par le projet. Et c'est un projet qui a une dimension sociale, une dimension entrepreneuriale, une dimension technologique qui est énorme. Et donc, je me suis dit, mais c'est la chance de ma vie de croiser Riyad, et j'ai pas hésité une seconde. Et vous découvrez donc la culture start-up à la cool, jean, basket, kebab, voilà. C'est un cocktail détonnant par rapport à votre ancienne vie, non ? Je la redécouvre, c'est-à-dire que moi j'ai commencé comme journaliste payé au SMIC, j'ai créé une première entreprise quand j'avais 30 ans et pendant 6 mois j'ai eu du mal à avoir les premiers clients et donc je sais ce que c'était. Et puis je pense que je m'adapte à pas mal de situations, que ce soit les hauts et les bas, et que je crois que j'aime ce qu'il y a du relief. Et donc je ne découvre pas, je redécouvre. Par contre, je découvre, vous parliez d'Intouchable tout à l'heure. J'aime pas le thème, et d'ailleurs Riyad n'aime pas qu'on parle de ces sujets-là, c'est juste un Français comme tout le monde et comme les autres. Mais dans Intouchable, c'est le black qui pousse le fauteuil. Dans le projet Nickel, que je raconte dans ce livre Nos banques, c'est le beurre, Français comme tous les autres, la locomotive. Et donc, et là, pour moi, c'est une déflagration. C'est-à-dire, 2e génération, famille qui arrive d'Algérie en 73, enfance, on va le dire, dans la pauvreté. Il passe par des hauts, des bas, même à l'adolescence, il fait quelques conneries. Puis finalement, une formidable volonté. Et ce que j'avais envie de dire aussi comme témoignage dans ce livre, à part l'entrepreneuriat, à part la liberté, à part tous les sujets de société que l'on peut aborder, parce qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés, c'est que on est tous pareils. Et c'est une des phrases qui revient souvent dans la bouche de Riyad. Il le disait il y a un instant, c'est-à-dire à l'intérieur, on est pareil. Et que cette génération-là, finalement, c'est la génération qui sera les locomotives de la société de demain. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de sujet pour moi. Et puis j'en ai tellement marre qu'on parle des dealers de shit dans les bars de H&M, que ce soit ça, l'image de la diversité, alors que la diversité, c'est Riyad, c'est nos entrepreneurs. Il me disait que j'allais prendre des kebabs chez lui le samedi soir, mais quand je vois ses beaux-frères, quand je vois toutes les sœurs de sa femme, etc., il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a beaucoup d'informaticiens, il y a beaucoup de commerçants dont les enfants font des études, etc. Et ce que j'avais envie de dire, voilà, c'est juste la France telle qu'elle est aujourd'hui, et on est tous pareils. Et c'est aussi un des cris d'amour que j'ai. Et c'est vrai que j'ai eu une révélation, et c'est vrai que j'étais ringard. C'est vrai que la première question, peut-être quelle origine, elle est conne, mais on ne me la pose pas. Et donc, voilà, je ne la pose plus maintenant. Dans le livre, vous parlez de la charte des no-bankers de votre société. Alors, ça peut être vraiment la charte de tout chef d'entrepreneur. Hein. Se marrer, aider, changer et se barrer. Oui, c'est ça. Elle vous vient d'où cette… Alors, j'aime beaucoup le se marrer au début. Vraiment, la base de tout, c'est parce que si on peut aider en se marrant, et on n'en est pas non plus à notre première entreprise. Donc, j'ai envie de dire… On va éviter les écueils du départ de tout entrepreneur qui commence et qui subit les difficultés, qui a du mal, etc. Donc on a voulu faire quelque chose de vraiment bien, quelque chose pour tout le monde, et tout ça en se marrant, sans se prendre trop non plus au sérieux, sans être obligé sans faire la révolution, mais de dire voilà, on va faire quelque chose de bien qui va être entrepreneurial et qui va aider les gens. Et alors, à partir de là… Est-ce que se barrer, c'est toujours à l'ordre du jour? Parce que c'est vrai que vous avez beaucoup… Alors, se barrer, moi j'ai toujours… pas d'accord avec le quatrième. Alors, lui il n'est pas d'accord. Alors, moi, se barrer, je suis encore d'accord. Il faut passer la main, c'est ça que vous dites? Je dis qu'à un moment, quand on n'a plus de valeur ajoutée, il faut savoir passer la main, quoi. Il ne faut pas se tenir accroché à son siège ou à sa fonction ou à son petit pouvoir. Il faut savoir, quand on n'a plus de valeur ajoutée, je pense qu'il est sage de transmettre et puis de passer à autre chose, peut-être. Jackson nous
nous demande, dans un contexte bancaire incertain, quels sont vos arguments pour assurer les particuliers? Je vais vous dire, c'est extrêmement simple. On ne monte pas un établissement de paiement qui est une institution financière sans être audité et regardé sous toutes les coutures par la Banque de France. 4000 pages le dossier. 4500 pages. Le premier dossier en faisait que 2000, donc il a fallu qu'on travaille encore 1 an et demi dessus. On arrive à 4500 pages qui audite absolument l'ensemble des process. Hugues pourrait en dire un mot parce qu'il a été dans la banque. Tout est extrêmement contrôlé, tout est extrêmement régulé. Et je peux vous dire quelque chose, c'est quand vous déposez 50 € sur votre compte Nickel, ils sont immédiatement mis en sécurité dans un coffre sécurisé d'une banque qui est, pour la citer, le Crédit Mutuel Arkea, et qui fait que cet argent est à vous et vous est toujours disponible, quelles que soient les conditions de notre société. Alors justement, on parlait de Crédit Mutuel Arkea, qui est basé en Bretagne, c'est ça? Il y a Aldial qui nous demande à quand la possibilité d'ouvrir un compte Nickel dans le Finistère? Est-ce que le compte Nickel est ouvert? Enfin, on peut en se procurer aujourd'hui. Vous avez la carte, mais est-ce qu'il est en Voilà, compte, donc le compte Nickel, là, on a passé l'étape qu'on appelle Go Live 1, puisqu'on parle à des entrepreneurs. Donc en fait, on est en live, nous, avec nos cartes, on les teste, on paye avec. Et donc on a 50 personnes qui travaillent avec, ça s'est très bien passé. Donc on vient de passer au début de la semaine en Go Live 2, donc on élargit à une centaine de personnes en élargissant les fonctions. On passera vers le mois de novembre à peu près 1000 personnes, mais qui restent des proches, à une étape qui est l'étape qu'on appelle Friends and Family. Et puis, tout début 2014, on devrait ouvrir beaucoup de points de vente. Et il y en a qui sont dans le Finistère. Parce qu'on a déjà 500 buralistes qui nous ont envoyé leur dossier. Chaque buraliste doit être agréé par la Banque de France. Donc il y a un dossier sérieux, c'est un dirigeant responsable, c'est un commerçant, mais c'est aussi un préposé de l'État qui a une licence. Et de l'autre côté, il est agréé lui-même par la Banque de France pour faire l'activation du compte, ce qui se passera dans ce point de vente. Et donc on a déjà 500 demandes. L'ACP, on a déjà agréé plusieurs dizaines. On agrée plusieurs dizaines chaque mois. Donc quand on va ouvrir en janvier, on devrait avoir entre 100 et 200 points de vente. Et je sais déjà qu'il y en a un dans le Finistère. Donc la réponse, madame, janvier. Très bien. La question aussi du prix, on nous demande comment ça fonctionne. Donc c'est 20 € de coût annuel et après c'est chaque dépôt, c'est ça? Alors c'est 20 € de prix annuel. Dans ces 20 € sont inclus en gros tout ce qui est électronique, tout ce qui est dématérialisé, qui ne coûte que des serveurs ou des cellules Excel qui se mouvementent. Et ensuite vous avez une facturation réelle en fonction, principalement vous avez 2 opérations payantes qui sont les retraits de cash, quand vous retirez de l'argent dans les distributeurs, dans tous les distributeurs qui acceptent Mastercard, c'est 1 €, quelle que soit la somme. Mais vous avez également la possibilité d'aller chercher de l'argent chez votre buraliste à une commission 2 fois moindre, puisqu'elle a 50 centimes. Par contre, le retrait est limité à 150 €. Les Français font 20 retraits. En fait, ils font 18 retraits, d'après les statistiques de France par an. Si on fait les retraits chez le buraliste, ça rajoutera 9 € ou 20 €, donc ça coûte 29 € par an. Je rappelle que le coût moyen de la banque, par tous les comparateurs, est de 190 €. Donc nous, c'est 30 contre 190, la moyenne. Et que les personnes les plus défavorisées, dès qu'ils ont un découvert, donc l'étude montre que c'est 300 €. Et c'est tellement cher que l'État vient de faire un décret qui va être appliqué en décembre pour plafonner à 80 € par mois les frais des gens, 960 € par an. Et pour les plus démunis, mais là, les personnes interdites, à 20 € par mois. Donc ça fait 240 € par an. Donc nous, c'est un coût moyen pour le client qui sera 30 €, entre 30 et 40, suivant le nombre de retraits. Donc il faut comparer ce qui est comparable. Un internaute nous demande est-ce que vous recrutez? Intéressé? Ça dépend dans quel domaine. Ouais, vous avez besoin de main-d'œuvre un peu? On a toujours besoin. Il peut toujours nous contacter à travers le site compte-nickel.fr. Plutôt, j'imagine, dans ce qui est web développement, non? C'est des choses en monétique aussi? En monétique, en partie technologique, mais pourquoi pas. Enfin, qui nous contacte sur le site web. Posez-vous un carnet de chèques, non? Non. Pourquoi? Parce qu'on ne peut tout simplement pas garantir. Quand vous faites un chèque, vous ne pouvez juste pas garantir que vous avez l'argent sur votre compte. Et puis c'est ringard. En Allemagne, on ne paye plus avec le chèque depuis longtemps. Papier, tout ça. Aujourd'hui, c'est l'époque de l'électronique. Je vais revenir aussi sur un passage intéressant dans le livre, c'est la période de levée de fonds. Alors, il y a eu un gros coup de pression. Le compte Nickel a failli ne pas voir le jour, puisqu'à 15 jours près, il fallait trouver 1 million d'euros, sous peine de mettre la clé sous la porte. Et là, vous racontez, Hugues, justement, que finalement, ceux qui ont investi dans vos sociétés, ce n'est pas ceux dont on pourrait croire les fonds, les banques, les organismes publics. Non, ce sont des entrepreneurs, des entreprises familiales. Ça, c'est quand même révélateur de l'écosystème, la famille également, l'écosystème entrepreneurial français. Donc, en fait, c'est vrai que la principale difficulté, ça, c'est ce que je dénonçais déjà dans un livre en 1998. Et je ne peux pas dire que la fiscalité ait aidé depuis. C'est ce qu'on appelle le seed, c'est-à-dire l'amorçage. C'est-à-dire que l'entreprise,
qui est déjà pas encore de créé, chiffre d'affaires. mais qui ne fait pas encore de chiffre d'affaires. Et nous, l'immense difficulté, c'est que c'est un établissement de paiement, donc ça doit être capitalisé. La Banque de France demande un certain capital, justement pour se rassurer, et qu'elle nous demandait en gros 8 millions de capital en plus, mais avant qu'on fasse du chiffre d'affaires. Et donc c'est vrai qu'il n'y a pas un seul fonds d'investissement. Il n'y a pas une seule banque, on a vu plusieurs banques. On est même passé au comité exécutif de la Caisse des dépôts qui a présenté un dossier qui nous a dit que ce n'est pas stratégique pour nous, c'est pas dans notre stratégie, donc c'est quand même, il faut le faire, tu vois, de s'occuper des millions de personnes qui sont défavorisées quand on s'occupe des HLM. Et donc c'est vrai que les entrepreneurs qu'on a trouvés, eh ben, c'est des gens qui avaient la foi. C'est-à-dire que la Banque de France nous disait « je ne peux pas vous passer au collège pour vous agréer tant que vous avez pas ces 8 millions-là ». Et les investisseurs nous disaient, je ne peux pas vous financer tant que vous n'avez pas l'agrément. Et tant que vous n'avez pas de chiffre d'affaires. Et donc finalement, eh bien, un peu par des hasards, beaucoup par des rencontres, et c'est ça la vie de l'entrepreneur, et c'est ça que j'adore d'ailleurs dans la vie d'entrepreneur, c'est qu'on rencontre des tas de gens dont on n'avait pas l'idée, avec qui on fait des choses formidables ensemble après, ce qui se passe beaucoup moins quand on est salarié. Et bien finalement, on a trouvé des investisseurs. On a 83 investisseurs, le plus vieux a 89 ans, le plus jeune a 18 ans. Et ces investisseurs croient au projet, avaient envie que ça existe. Et donc le profil, c'est moi je suis chef d'entreprise, j'adore ce que vous faites et j'ai envie que ça existe. Je casse ma tirelire pour vous aider. Et donc on les a trouvés, c'est vrai qu'on a mis 18 mois pour les trouver, que ça a été très très dur. Et vous aussi, on me parlait juste avant que l'émission débute, vous avez joué tapis là, sur ce projet-là, vous avez réinvesti tout ce que vous aviez pour le projet. Ça fait encore partie du profil de l'entrepreneur. L'entrepreneur doit savoir aussi prendre des risques. Et quand on prend des risques, on peut gagner, on peut perdre. Et c'est sûr qu'on a gardé la foi, parce qu'on a failli mourir à peu près 5 ou 6 fois. Mais ça fait partie de la vie de l'entreprise. Une fois, vous avez fait dans le livre, je ne sais pas si c'est... Voilà, mais vous aviez eu un petit moment de doute une fois dans l'histoire. Oui, j'ai envie de dire, j'ai des moments de doute chaque jour qui passe. J'ai des moments de doute, et un entrepreneur, il a des moments de doute, et c'est quand il n'en a plus qu'il se trompe. Parce qu'on doute toujours, il ne faut pas rester sur ses acquis, et là, toute cette construction d'entreprise doit donner la foi aux autres entrepreneurs. Lâchez pas, quoi. Battez-vous, juste battez-vous. Et ça marche. En tout cas, vous avez bien fait passer le message. Il y a Aldial qui nous dit merci pour vos réponses et hâte d'être en janvier 2014, donc je pense que vous avez gagné une nouvelle cliente. Un petit mot de conclusion justement avant de passer à la dernière rubrique de l'émission. On peut s'inscrire aussi sur le site compte-nickel.fr puisqu'on les informera quand ça ouvrira dans leur région. Très bien, le message est passé. Qu'est-ce que vous avez appris l'un de l'autre finalement? Quels sont les préjugés que vous avez battus en brèche avec votre rencontre? Et est-ce que vous avez changé l'un et l'autre après cette rencontre il y a maintenant 2 ans? Pour ma part, j'ai juste appris qu'on est tous pareils. Et que finalement, Hugues Lebray à la Société Générale ou Riyad Boulanoir à Alfortville, finalement, on est globalement tous pareils. Dans le fond et même dans la forme. C'est vrai. Moi, je suis très positif sur la France. C'est-à-dire que le France bashing, c'est la mode. Et moi, j'ai découvert qu'il y avait des tonnes de personnes qui avaient envie de faire bouger les choses, qui étaient là, qui étaient bien là, qui étaient heureux d'être ici. Et donc, effectivement, on est tous pareils, on a tous une volonté. Et puis, j'ai appris beaucoup avec Riyad. Et puis aussi, dans le livre, je passe un peu de temps avec sa maman pour comprendre l'histoire de la famille, etc. Et je demande comment et quelles sont les valeurs de sa famille. C'est ce que vient de dire Riyad, de jamais baisser les bras, c'est-à-dire battez-vous, etc. C'est-à-dire qu'il y a une force dans les entrepreneurs et dans tous les gens qui ont envie de bouger les choses, qui fait qu'il y a des doutes évidemment, etc. Mais jamais, jamais, jamais il faut renoncer, toujours, ne jamais baisser les bras. C'est la phrase de Sakina, la maman de Riyad, et c'est ce que je retiens. Et je crois que... Oui, tout à fait, et j'ai envie de transmettre ça aussi. Très bien, merci beaucoup messieurs. Donc le compte Nickel à partir de janvier 2014. Je vous présente également le livre si vous avez envie de découvrir cette fabuleuse histoire, Nos banques, paru aux éditions Les Arènes. Et maintenant on va passer à la nouvelle rubrique de cette émission, la rubrique Money Time. Et pour cette nouvelle rubrique parrainée par Smart Angel, nous recevons Aymeric Barthes Barthès de Nayo Technologies. Bonjour Aymeric. Bonjour Kevin. Alors présentez-nous votre startup, qu'est-ce que c'est que Nayo Technologies? Alors Nayo Technologies, en fait, c'est le mariage des nouvelles technologies en matière de robotique et d'un milieu assez terre-à-terre, qui est l'agriculture. Donc voilà, nous ce qu'on a essayé de faire en fait chez Nayo Technologies, c'est d'apporter des solutions robotiques dans un milieu qui aujourd'hui est en mal de main-d'œuvre. Et aujourd'hui, comment pallier à ce problème de main-d'œuvre? Par la mécanisation, par la robotisation.
Alors donc c'est une machine on met dans les champs et elle sert à quoi cette Alors c'est une machine, en fait c'est un robot, ouais, un robot, il s'appelle Oz, ouais. Et en fait on le met dans le champ chez un maraîcher et il passe entre les rangées en binant. Donc il ne détecte pas s'il y a une mauvaise herbe, il ne différencie pas une mauvaise herbe d'une tomate par exemple. Lui il passe entre les rangées et il désherbe tout, donc il fait en même temps un entretien du sol. Donc voilà, c'est une solution qui permet en fait aux maraîchers de gagner énormément de temps. On fait une moyenne à peu près, on arrive à gagner 33%, à dégager 33% du temps du maraîcher avec l'utilisation de ce robot. D'accord, donc ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce projet-là avec des amis, si j'ai bien cru comprendre? Oui, alors en fait on était à l'origine 4 ingénieurs sortis de promotion de l'école Imerir à Perpignan. Qui n'est pas une grande école destinée à formater des entrepreneurs. Mais, vous aviez l'envie, mais juste des ingénieurs en fait, voilà, qui avaient l'envie d'entreprendre un peu et de rien lâcher. Ça rejoint un petit peu ce que disait Riyad. Et en fait, on a créé ça, on a commencé à imaginer ce projet il y a 4 ans à peu près. Et on a créé l'entreprise il y a 2 ans. On va fêter les 2 ans là en novembre. Et depuis, c'est passé beaucoup de choses. On a fait un premier prototype. On a vendu la première version du robot en bêta-test pour avoir du retour d'expérience. Et aujourd'hui, ben voilà, je suis ici pour la rubrique Smart Angels. Et en fait, aujourd'hui, on veut passer du robot bêta-test au robot commercialisé un petit peu partout. Un petit peu partout en France métropolitaine, outre-mer et pourquoi pas l'étranger plus tard. Donc aujourd'hui, le but, c'est d'industrialiser le robot, d'améliorer les process de fabrication, de maintenance, de SAV. Et de mettre sur le marché ce robot-là et après aussi d'aller sur d'autres perspectives de l'agriculture. La rubrique s'appelle Money Time. Qu'est-ce que vous avez besoin, clairement? Comment est-ce qu'on peut vous aider à Naïo Technologies? Chez Naïo Technologies, déjà on peut nous aider en nous apportant du conseil parce qu'on est des jeunes entrepreneurs. Basés à Toulouse. Basés à Toulouse. C'est les Toulousains qui regardent l'émission. Voilà, tout à fait. Donc du coup, il y avait une phrase de mon associé Gaëtan Sévrac qui avait fait une présentation où il disait plus je me plante, plus je pousse. Donc on s'est pas mal planté, on a beaucoup poussé. Ouais. Aujourd'hui on continue un petit peu à se tromper, on essaie de moins se tromper et je pense que si on peut bénéficier du conseil de certaines personnes sur l'entrepreneuriat pour gagner du temps, aller un petit peu plus vite et moins se tromper, c'est déjà une première chose énorme. Et la deuxième, c'est l'argent parce que même si on a mis aussi toutes nos économies, qu'on a tout risqué, on n'a pas assez d'argent pour aller aussi loin. Aujourd'hui, on a besoin de 500 000 € pour industrialiser et mettre sur le marché ce nouveau robot agricole. Très bien. Messieurs, un petit mot sur cette révolution dans l'agriculture cette fois-ci. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a quelque chose que j'adore, c'est le mix de la technologie et du terrain. C'est un peu ce qu'on a sur Compte Nickel entre la technologie et les buralistes. Là, c'est la technologie et les agriculteurs. Je crois beaucoup à ce projet parce qu'il est dans un sens qui est complètement bio. Avec de la technologie, il va faire économiser beaucoup de temps à des gens. Et je pense qu'il y a plein d'avenir. Et je pense que plus on plante, plus ça va pousser, quoi. C'est ça. Très bien. Écoutez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, Aymeric. Bon courage pour la suite. Et donc, oui, on peut participer sur Smart Angel. Vous avez une cagnotte. On peut participer sur Smart Angel. Effectivement, il y a la page de l'entreprise Naïo Technologies qui a été ouverte la semaine dernière. Donc voilà, mis en ligne. Ça y est, on peut investir. Très bien. Merci beaucoup, Aymeric. Et merci encore à vous deux d'avoir participé à cette émission. Merci. Startup revient la semaine prochaine, mercredi, toujours même heure, 12h30. On parlera d'un métier méconnu, pourtant qui sert beaucoup, les leveurs de fonds. Allez, à mercredi prochain.